Alors, le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques, pour moi, c'est une histoire qui remonte à 1993. En Vendée, j'avais rencontré un médecin qui avait fait le chemin de Saint-Jacques, qui était une sommité en matière de connaissances historiques sur ce chemin, et qui m'a montré ses photos. J'étais allé en vacances en Espagne et au Portugal l'année d'avant, et j'avais vu pour la première fois où était Santiago de Compostela sur une carte. Et là, c'est une révélation. Voir arriver des gens à pied avec un sac à dos sous le cagnard, transpirant, pour arriver à un lieu de pèlerinage connu, je pensais que tout ça, ça n'existait plus, quoi. Et je me suis aperçu que si, ça existait encore. Et là, c'était comme une évidence. J'ai dit, je vais revenir là un jour, mais comme tout le monde, à pied. Et la rencontre avec ce médecin, donc en Vendée, le docteur Fardet, qui m'a convaincu qu'il était grand temps que j'y aille. Et il y a eu en même temps que ça la rencontre avec les ânes. J'ai rencontré un petit bourricot dans ma vie qui s'appelait Ferdinand et j'ai décidé de partir avec lui à Compostelle. Donc on est parti du Puy-en-Velay et c'était le 26 avril, je crois, 1993, et on est arrivé 2 mois et demi plus tard, donc sur le portique, devant le portique de la cathédrale de Santiago. Et ça a été 2 mois et demi de pur bonheur. De pur bonheur. J'en ai écrit un livre à l'époque qui s'appelle Il est un beau chemin semé d'épines et d'étoiles. Et ce livre a bien fonctionné pour une raison simple, je pense, c'est qu'il n'y en avait pas plus de 3 ou 4 à l'époque, donc qui sortait un livre sur Saint-Jacques avait des chances d'en vendre quelques exemplaires. Et j'ai voulu partager en fait le bonheur de ce chemin et en évitant tous les racontards qu'il y avait à l'époque sur la difficulté du chemin, la souffrance, les ampoules, le mal aux pieds, la fatigue. En fait, le chemin, oui, oui, on a quelques ampoules, oui, on est un peu fatigué, mais dans l'ensemble, ça se passe absolument très bien. Et l'immense majorité des pèlerins arrivent à Saint-Jacques sans mourir. Sinon, ça se saurait quand même. Voilà pour l'histoire de mon pèlerinage à Compostelle. Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée lorsque je suis parti à Saint-Jacques et lorsque j'en suis revenu. Mais pourquoi t'es parti là-bas, quoi, abandonnant travail, maison, femme, enfant. J'ai aujourd'hui encore, 27 ans après, des difficultés à trouver une réponse. Euh, j'ai plutôt trouvé une absence de réponse. En fait, j'avais besoin d'y aller. Il fallait que je fasse cette coupure dans ma vie. Euh, J'avais un boulot qui était stressant, qui était fatigant, j'étais indépendant, j'avais une petite entreprise d'informatique, ça marchait très bien, mais j'avais vraiment envie d'autre chose. Et là, je ne sais pas pourquoi cette coupure, ça a été Saint-Jacques, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être Rome ou Fatima, ça a été Saint-Jacques, voilà, ça a été Saint-Jacques avec les rencontres que j'ai évoquées un petit peu avant. Et je pense que c'était nécessaire de le faire dans ma vie, puisque ça m'a apporté une immense sérénité en fait. Le fait de faire le tri entre ce qui était le nécessaire et l'indispensable. Et le superflu, on va dire plutôt. Lorsque je suis revenu, je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire de ma vie après, mais il y a une chose dont j'étais absolument sûr, je savais ce que je ne voulais plus faire. Donc je voulais me abandonner tout le côté superficiel pour arriver à quelque chose de plus, une vie plus remplie, qui a du sens, plus personnelle, qui a du sens. Voilà. Après, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai jamais voulu répondre, puisque là, c'est de l'ordre de l'intimité. Donc, et je redis encore, c'était un immense bonheur. Un grand respire dans ma vie d'homme. Voilà. 2 mois et demi, loin de tout, en pleine nature. Moi, je campais, je ne fréquentais pas les gîtes, hein, donc j'étais tout seul pendant 2 mois et demi dans un immense moment de félicité. Et après, c'est difficile de revenir à la vie normale quand on a vécu le grand bonheur. Et après, on va essayer de trouver dans sa vie une occupation, j'aime pas le mot travail, qui ait du sens et qui permette de continuer voilà, à être finalement très heureux dans sa vie professionnelle comme pour tout le reste. Alors, quelques années après Saint-Jacques, donc ça doit être en 1995, je suis allé marcher à pied sur le canal qui relie Nantes à Brest. Donc il y a un canal de 360 km entre la ville de Nantes et l'entrée dans la rade de Brest à Châteaulin. Là aussi, c'était un grand bonheur de 360 km de sentiers de terre sous les frondaisons des chênes bretons,
avec un petit village breton et une crêperie tous les 15 km. Et un terrain de camping qui fait 3 mètres de large sur 360 km de long. Donc c'est assez agréable de pouvoir s'arrêter quand on en a envie. Et j'ai écrit un topo guide pour la première fois de ma vie sur ce chemin, car ça n'existait pas. Donc il y avait un beau chemin qui était là et personne ne le savait. Et un hébergement du chemin de Saint-Jacques à la Cassagnole, donc à la sortie de Figeac, Jean Lefrançois, il faut le nommer, parce que c'est à lui que revient le mérite du Ménième Dodo. Jean Lefrançois donc a acheté ce guide, et lorsqu'il l'a lu, lorsqu'il est revenu après de son périple en vélo, il m'a dit, voilà Jacques, il faut absolument que quelqu'un nous fasse un topo guide identique sur le GR65. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les topo guides existants ne sont pas à jour, donc ils ont des fois 5 ans, 10 ans de retard. La cartographie est relativement imprécise et les hébergements qui sont marqués dedans, les épiceries, les cafés, les restaurants, tout ça, ça date de 5 ou 10 ans avant. Donc le pèlerin, il arrive dans un endroit qui est fermé, c'est assez désagréable quand on a faim ou qu'on a envie de dormir. Et la deuxième raison, c'est que l'hébergement sur le chemin de Saint-Jacques à l'époque était relativement rare, d'une part, et pas très pourvu en hébergement pèlerin. Il y avait beaucoup de chambres d'hôtes et des petits hôtels. Et il y avait de la tension tous les soirs dans tous les villages du chemin entre les gens qui étaient implantés là depuis 20 ou 30 ans et les pèlerins qui arrivaient avec pas trop de sous parce qu'ils partaient pour un grand voyage. Et l'idée c'était de créer un guide, un petit topo guide qui soit le guide des pèlerins avec le miam miam et le dodo. Où est-ce que je mange, où est-ce que je dors, en mettant l'offre précise de ce qui est disponible pour le pèlerin, de telle façon que celui-ci ne sonne à la porte d'un hébergement que si il a les moyens de le payer. Et il est sûr que lorsqu'il va sonner à la porte, et s'il a les moyens de le payer, il est sûr que cette année-là, en tout cas, il est ouvert. Et que l'épicerie est ouverte, et que la boulangerie est ouverte. Donc c'est une immense précision qu'on leur a apportée. Donc on a sorti ça en 1997 pour la première édition, en noir et blanc, parce qu'on ne savait pas faire autrement à l'époque. Et ça a fonctionné très timidement au départ, et puis peu à peu, chaque année, eh bien, on a réussi à améliorer la qualité du livre, à sortir de la couleur dans les années 2010 à peu près, et à devenir de plus en plus précis et pointu, d'autant que le nombre d'hébergements a largement augmenté. Aujourd'hui, on a quasiment une possibilité de dormir tous les 8 km. Et donc le chemin a apporté beaucoup de choses à tous les villages qui aujourd'hui ont créé les structures pour accueillir les pèlerins. Donc voilà, la naissance du Miam Dodo, ça a été cette rencontre avec cet hébergement et puis cette demande qui existait et l'offre qui n'existe pas. Au départ, on était deux, Lauriane, ma fille et moi, et aujourd'hui, donc, on est une équipe de 7 personnes, dont la plupart qui ont déjà fait, sinon tout le chemin, en tout cas un grand bout. Et c'est une petite société civile, on appelle ça, donc on est regroupés ensemble et on essaye de faire, on y arrive d'ailleurs, à faire des topo guides qui sont tous identiques, bien qu'ayant été écrits par des personnes différentes. Alors le Miam Dodo était en noir et blanc au début, puisqu'il était impossible d'acquérir la cartographie de l'IGN, c'était tout simplement trop cher. Et l'IGN avait un monopole à l'époque, donc il était impossible d'acquérir une autre cartographie. Et le monopole a été aboli par la Commission européenne dans les années 2010 à peu près, ce qui fait qu'aujourd'hui se sont multipliées en Europe des petites sociétés de cartographie qui prennent sur tous les IGN nationaux, dans les bases de données, le relief, l'hydrographie, le bâti, les routes, les forêts, les courbes de niveau, etc., etc., et qui arrivent à nous sortir des cartographies d'une excellente qualité, qui est souvent meilleure que la qualité IGN. Et ces cartographies, on peut les acheter tout simplement à un prix correct, et rajouter par-dessus tout ça, nous en tant qu'auteurs de topo guide, nos propres icônes avec les chambres d'hôtes, les gîtes, les restaurants, les points d'eau, etc. Donc on a réussi à sortir des topo guides avec le texte d'une part, la cartographie d'autre part, et on a rajouté, voici 6-7 ans maintenant,
la fameuse courbe des reliefs que demandaient tous les pèlerins, de telle façon que dès le matin, ils puissent savoir à quel moment de la journée ils vont avoir très très chaud. Donc on a mis une courbe des reliefs et les temps de marche entre les différents points notables du chemin. Comme ça, chaque pèlerin, en fonction de l'hébergement, en fonction du relief, peut programmer sa journée. On a voulu rester, nous, en tant qu'auteurs de ce petit guide, donc ça fait 24 ans maintenant, 1997-2021, on a voulu continuer à faire un guide pour le pèlerin à pied. Donc à ne mettre sur ce guide que ce qui concerne le pèlerin à pied et à ne pas vouloir mettre des choses qui encombraient le guide. C'est pas la peine de décrire le chemin par rapport au tourner à droite après le cimetière, puisque de toute façon il est extrêmement bien balisé. Par contre, c'est important de lui apporter quelques touches historiques, voire les horaires des messes, pour qu'il puisse, au fur et à mesure de son avancée, savoir qu'il ne marche pas sur un sentier de randonnée anodin. C'est le chemin de Saint-Jacques. Et puis bien sûr, les petites touches d'humour, c'est nécessaire, puisque quand on est à pied, en général, on sait bien que c'est dans les moments les plus éprouvants, lors des enterrements ou lorsqu'il fait très très chaud, qu'on sort les vannes les plus épouvantables et les plus tirées par les cheveux. Alors on en profite, hein. Le lecteur pèlerin est à l'écoute de nos bêtises, qui sont certaines plus innommables les unes que les autres. Ça fait partie de la saga du Miam Dodo. Alors il y a un point sur lequel j'aime bien revenir, parce que le Miam Dodo, en fait, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe. Dans l'équipe, on a tous nos qualités, c'est-à-dire certains sont plus spécialisés dans la cartographie, d'autres plus dans les introductions, dans la relecture pour éviter les fautes, d'autres dans le graphisme, d'autres par contre c'est plus la partie commerciale, donc au niveau du réseau des libraires. Chacun donc apporte sa petite touche en plus de son travail. Donc chacun apporte ses qualités pour le travail de tous. Et ça c'est très important, puisque s'il n'y avait pas ce travail d'équipe, eh bien le Miam Dodo, il y aurait 9 Miam Dodo différents qui ne se ressembleraient pas. Et du coup, le pèlerin qui achètera un Miam Dodo ne s'y retrouverait pas. Il aurait à chaque fois un format différent et un texte différent. Et là, on essaye justement de travailler tous ensemble, de telle façon que tous nos guides soient exactement les mêmes, d'un bout à l'autre des chemins de Saint-Jacques aujourd'hui. Et puis là, donc, j'aimerais donc donner une grande nouvelle qui pour nous est une immense fierté. J'ai reçu, voici quelques semaines, là, de Luis Fernandez, qui est un journaliste espagnol, membre de la FAPE, la Fédération des journalistes espagnols, qui possède en son sein une section spécialisée dans le chemin de Saint-Jacques, l'annonce que toute l'équipe du Miam Dodo va recevoir le 8e prix Emery Picot, qui est décerné donc par cette association espagnole aux gens qui ont effectué un travail de qualité constant pour apporter leur petite pierre sur le chemin. Donc le 24, 25, 26, 27 juin, ça dure longtemps les festivités espagnoles, je vais avoir l'immense honneur d'être à Santiago avec Marie-Virginie qui s'occupe du Camino Frances, chez nous, le Miam Dodo du Camino Frances, pour recevoir ce prix au nom de toute l'équipe. Et ça fait 24 ans de travail donc, qui va être récompensé par ce prix. On est très émus et très fiers de recevoir ça. C'est pour nous une grande reconnaissance faite par des Espagnols envers des Français qui ont fait un gros boulot sur le chemin. Voilà. Et ça, je les remercie beaucoup d'avoir eu cette délicatesse de penser à nous.